Bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Maître Doudou Ndoye. Maître Doudou ne le présente plus aux Sénégalais, ministre de la Justice du Sénégal, avocat, juriste. Maître Doudou Ndoye est aussi une personnalité remarquable du Sénégal. Il est aujourd'hui le président du club de Dakar. Maître Doudou Ndoye, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du club de Dakar. C'est quoi le club de Dakar? Merci, monsieur le directeur général, Alassane Samba Diop, de m'honorer de votre invitation à expliquer ce que nous venons d'installer. Des Sénégalais de tous les horizons, du Baol, de Saint-Louis, de Kaolack, des Sénégalais du Mali, de Côte d'Ivoire, ont tous été habitants de la ville de Dakar au temps colonial. Dakar était la capitale de l'Afrique occidentale française. Dakar était un melting pot dont le noyau était constitué par les Wolof Lébou de Dakar. Mais dans ce melting pot, tout le monde se fréquentait. Tout le monde s'estimait, se respectait. Tout le monde avait la même culture. Culture faite de générosité, faite d'ouverture, faite d'altérité à l'égard de tous. Alors, nous pensons et nous avons vu qu'à l'heure actuelle, la ville de Dakar ne répond plus à ce statut. La ville de Dakar est devenue, comme toutes les grandissimes villes du monde, un endroit où tout le monde se regarde, où chacun est seul, avec sa fortune peut-être, ou avec sa misère. Chacun est tout seul. Il n'y a plus cette vie commune que nous avions à Dakar. Et de grandes questions se posent aussi parfois dans la vie nationale et dans la vie internationale. Dans les temps anciens, les grands notables de Dakar, qu'ils soient issus des Alpulaar, comme mon ami et mon père à la fois, Seydou Nourou Tall, qui fut mon ami et mon père, comme lui, comme Mamadou Ndoye Hassan, mon oncle Ndoye Hassan, lui Amadou Hassan Ndoye, comme le grand Serigne de Dakar que fut El Hadji Ibrahima Diop, comme Cheikh Saadibou. Mais tous, ils savaient se retrouver lorsqu'il y avait de grands problèmes avec l'administration coloniale pour agir et ramener la paix et le bien-être dans notre société. Aujourd'hui, il n'y a personne pour le faire. Et chaque Sénégalais à Dakar sait qu'il est seul. Or, nous voulons diminuer cette solitude. C'est cette tradition que le club de Dakar vous ramenez? C'est cette tradition que le club de Dakar, qu'on a appelé en Wolof Wandakaru, parce que Wandakaru, c'est tout le monde. Oui. C'est chaque personne qui se sent vivant à Dakar, vivant dans cette métropole universaliste qui absorbe tout le monde et qui aime tout le monde. Alors, des personnalités, anciens ministres, anciens députés, chefs d'entreprise, qui sont mes amis, dont je crois être l'ami aussi, nous sommes retrouvés pour discuter de cela. Et nous avons créé ensemble le noyau constitutif du groupement appelé Club de Dakar, Wandakaru. Nous avons pour objectif, de contribuer à la formation des Sénégalais et des Africains en général. Ça veut dire l'enseignement, la culture, l'éducation. Mais aussi et surtout, dans les œuvres sociales, de faire, non pas seulement comme des personnes éloignées qui envoient de l'argent, mais des personnes proches, qui vivent avec leurs congénères, qui vivent avec leurs concitoyens, qui apportent de l'argent quand c'est besoin, quand le besoin se fait sentir, mais qui apportent surtout leur présence humaine à côté des gens. Et cela, c'est notre conception de la vie sociale que nous partageons nous tous. Et aussi, en même temps, s'il y a de grands conflits dans notre société, pour autant qu'on peut être consulté, nous ferons des délégations pour essayer de résoudre ces conflits-là, les conflits dans les maisons, les conflits en politique, les conflits dans la société. Il n'y a que des conflits. Et parfois, on a des problèmes. On aimerait bien avoir quelqu'un pour venir servir d'intermédiaire
pour les résoudre. Mais tout cela, c'était Dakar en fait. Ouais. Quand j'étais petit ici, dans les années 50, les années 60, tout ce que je viens de dire existait à Dakar. Et nous vivions tous bien. Et c'est cela que nous souhaitons pour l'ensemble des populations du monde entier qui vivent au Sénégal. Comment comptez-vous faire pour que justement le club Dakar ait cette présence, cette prégnance? Alors, ce club de Dakar est organisé en sous-groupes. Il y a un bureau composé par euphémisme d'un président, parce que nous avions souhaité, en tout cas moi personnellement, j'avais souhaité que personne ne soit le président et que nous tous, que chacun soit le président de tous. Mais une majorité a voulu que m'honorer de la présidence. Mais moi, je l'appelle un président coordinateur. Je fais de la coordination avec mes autres co-présidents. Nous avons des groupements et chaque groupement est spécialisé. Et chaque groupement peut prendre toutes les initiatives nécessaires à l'accomplissement de notre vocation. Nous avons une vocation universelle. Nous voulons que notre voix, notre philosophie, nos sentiments soient sentis et compris, pas seulement au Sénégal, mais dans le monde entier. Mais pour le bien-être du Sénégal, en priorité. Dakar est la capitale du Sénégal, comme vous l'avez dit, qui centralise aujourd'hui toutes les institutions du Sénégal. L'une des premières institutions semble avoir des difficultés aujourd'hui. Les Sénégalais s'attendaient à voter le 25 février prochain. Il se trouve que le président Macky Sall et l'Assemblée nationale ont décidé de repousser l'élection jusqu'au 15 décembre 2024. Il y a un problème, une crispation à Dakar. On a vu les quelques échauffourées qui ont eu lieu à Dakar. On a vécu les événements de mars 2021. Qu'est-ce que le club de Dakar doit faire ou va faire dans cette situation? Je vous ai écouté et vous avez dit le président de la République semble avoir des difficultés. Moi, je dirais plutôt, monsieur le président de la République a créé des difficultés. Les difficultés ne sont pas allées à lui. C'est lui qui a créé les difficultés. Parce qu'il a été élu président de la République pour résoudre nos difficultés. Absolument. Et pour résoudre même ses propres difficultés. Mais nos difficultés et ses propres difficultés sont encadrées, créées, tenues par une charte fondamentale qu'on appelle la Constitution. C'est cette Constitution qui est, même si sur certaines questions je ne suis pas d'accord, mais au sens étymologique du terme, cette Constitution est l'œuvre majeure qui a scellé notre pays en une nation. Mais cette Constitution doit être respectée. Quelles que soient les circonstances, la Constitution doit être respectée. Depuis 1776, l'Amérique a rencontré toutes sortes de difficultés. Les États-Unis d'Amérique, j'entends. Mais jamais, jamais au grand jamais, un seul chef d'État américain n'a osé toucher à la Constitution des États-Unis et à ses amendements. Or, l'Amérique a connu la guerre de sécession, a connu la Première Guerre mondiale, a connu la Deuxième Guerre mondiale, a connu l'assassinat du président Kennedy. Mais ce sont des grosses difficultés. Et récemment, toutes les histoires qu'il y a entre le président Donald Trump et le président Joe Biden, mais personne n'ose et n'a osé toucher à sa constitution. Or, j'ai le regret et j'ai la tristesse même, et pour des raisons personnelles, de constater que notre constitution a été violentée par monsieur le président de la République. C'est lui qui a créé la difficulté. Et cette situation aujourd'hui, comment s'en sortir? L'Assemblée nationale est venue ajouter à cette difficulté en faisant voter une loi, en votant une loi parfaitement anormale, attentatoire à la même Constitution pour confirmer les mêmes choses. Et cela, à mon avis, est d'une gravité pacifique telle que ça conduit le Sénégal peut-être dans une période de méconnaissance totale de ce que nous sommes et de là où nous devons aller. Donc il est important que des solutions urgentes soient prises pour résoudre ce problème. Quelles sont ces pistes de solutions, à votre avis? Il y a peut-être, à mon humble avis,
D'autres personnes ont des solutions qu'ils peuvent proposer. Mais moi, ce que je vois et qui est le plus immédiat, et je dis bien le plus proche, le plus immédiat, c'est encore le Conseil constitutionnel du Sénégal. Parce que, à ce que je sache, le Conseil constitutionnel est saisi ou va être saisi d'un recours contre la loi votée par le Parlement récemment. Mais le Conseil constitutionnel, et là j'en appelle à ces personnalités-là qui ont pour vocation de veiller au respect strict de notre Constitution, trouve là l'occasion de montrer qu'il accomplit sa mission. Parce que tout le monde, et le monde entier, je dis, sait et dit que notre Constitution a été violée. Le monde entier le dit. Ce que le monde entier le dit, mais notre Conseil constitutionnel ne doit avoir aucun problème à le dire. Et là, ce Conseil rentre dans l'histoire. C'est le moment pour le Conseil constitutionnel, qui a été décrié depuis 1992, de redorer son blason, de montrer qu'enfin, il est dans le sens de l'histoire. Ce que l'histoire veut, il faut le faire. L'histoire immédiate dit que le Conseil constitutionnel doit et devrait annuler cette loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Mais je vais au-delà. Et là, je pose un nouveau problème constitutionnel. Oui. Qu'en sera-t-il du décret évoqué par M. le Président de la République pour arrêter la marche du corps électoral? Qu'en sera-t-il de ce décret? J'ai entendu dire que la Cour suprême a été saisie pour ce décret. Alors, je donne un point de vue de juriste et d'homme de droit. Et pour cela, je pars de la Constitution du Sénégal elle-même. La Constitution a fait une répartition entre les pouvoirs de l'Assemblée nationale et les pouvoirs du Président de la République. L'Assemblée nationale vote la loi. L'Assemblée nationale vote les principes de ceci, de cela, de ceci et de cela. Donc les pouvoirs et le domaine de l'Assemblée nationale est énuméré et limité. Et tout le reste dans notre vie relève du pouvoir réglementaire du Président de la République. Et donc ce pouvoir réglementaire est illimité. Or, si la loi est définie comme une règle qui s'applique en général à tout le monde et de façon permanente, ces décrets réglementaires ont la même définition. Ce sont des décrets qui ont les mêmes qualités que la loi. Règlement général, applicable à tout le monde et pour toujours. Dans ce cadre-là, la Cour suprême ne me semblerait pas ou ne me semble pas compétente pour un décret à caractère général qui ne viole pas la loi. Parce que lorsque un décret doit être une application de la loi, la Cour suprême juge ce décret par rapport à la loi qu'il applique. Bien sûr. Mais un décret à caractère général n'est pas d'application d'une loi, à moins que ce décret-là soit considéré comme un décret d'application de la Constitution, en disant loi constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour suprême peut dire c'est un décret d'application de la Constitution. Et à partir de ce moment, ce décret viole la Constitution elle-même. Et la Cour suprême pourrait l'annuler. Mais dans le cas contraire, il appartiendrait, à mon avis, au Conseil constitutionnel, encore exerçant ce que je crois être le rôle d'un Conseil constitutionnel, de dire ce décret non plus ne sera pas applicable et de fixer la date des élections. Parce que le Conseil constitutionnel n'est pas un juge de droit. C'est le régulateur de notre vie. Mais est-ce que le Conseil a le pouvoir de repousser les élections? À mon avis, cette question ne peut pas être posée de façon abrupte, tout seul, comme telle. Cette question doit être la conséquence d'une décision. Si le Conseil constitutionnel annule la loi et dit que ce décret, dans la loi qui vient d'être votée, Oui, bien sûr. et dire que le décret de M. le Président de la République non plus ne s'applique pas pour réguler notre vie nationale, à mon avis, le Conseil constitutionnel devrait étendre sa compétence pour dire que la date des élections sera de tel jour. Parce qu'il s'agit de la régulation de notre vie. Absolument. Le Conseil constitutionnel, contrairement à tout le monde pense, a pour rôle de réguler la vie publique du Sénégal, n'a pas pour rôle d'appliquer des lois. Mais il y a aussi les arguments qui ont été avancés par le président en disant qu'il y a un conflit entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, qu'on parle de corruption. C'est pourquoi il a pris cette décision de faire repousser les élections. Ça tient ces arguments? Écoutez,
Si je parle en Wolof, un peu de Wolof, pour ceux qui comprennent le Wolof, ma tante adoptive qui m'a éduqué, elle disait toujours ku am sa till nandal meew. Ça veut dire que quand on veut faire quelque chose, quand on aime quelque chose, on lui trouve toujours des arguments. Mais toutes les opinions qui sont exprimées, notamment tous les professeurs d'université dont j'ai lu la chronique, notamment tous les journalistes, notamment tous les États du monde, n'ont pas accepté cette argumentation. Ce n'est pas la peine que je réponde. Il y a aussi un autre débat qui a été posé, c'est-à-dire que si le Conseil constitutionnel retoque la loi qui est votée à l'Assemblée nationale, le président peut évoquer l'article 52 de la Constitution. Entendez, le Conseil constitutionnel, à mon avis, bon, je ne sais pas quel sens vous donnez au mot retoquer. Moi, je dis annule. Annule. Annule la loi, tout simplement. Tu l'annules. Attendez, vous savez ce qu'est l'article 52 de la Constitution? L'article 52 de la Constitution est le pendant, la répétition, virgule par virgule, mot par mot, du texte de la Constitution française de 1958. C'est le général de Gaulle qui, après la guerre d'Algérie, après ceci, après cela, après le maréchal Salan, avec tous les troubles qu'il a eu, qui fait voter sa Constitution, qui s'est réservé la possibilité, en cas de retour de ces crises graves, de remplacer toutes les institutions, de remettre l'ordre dans le pays, comme il avait tenté de le faire entre 1939 et 1945. Parce que lorsque le désordre a été total et général en France, le général a tenté de rétablir l'ordre français en allant à Londres. Vous connaissez cette histoire. Mais ceci est resté dans sa tête. Et après les événements d'Algérie et la révolte des maréchaux et des généraux de France, et qu'il a fait arrêter tous les généraux qui étaient en Algérie et qu'il a fait voter sa nouvelle constitution, il s'est réservé un pouvoir exceptionnel pour lui lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, toutes les personnes de ma génération qui ont fait les universités françaises et qui ont fait, dans leur premier cours de droit, c'est le premier article qu'ils apprenaient. Et on le donnait en examen pour le commenter. Ça veut dire tout simplement, il fallait qu'on arrive à un moment où l'Assemblée nationale ne peut pas être convoquée, ne peut pas être réunie. Le Conseil constitutionnel ne peut pas être convoqué, ne peut pas être réuni. La justice ne peut pas être convoquée, ne peut pas être réunie. Est-ce qu'on est dans cette situation-là? Non. Bien sûr que non. Quand le Conseil constitutionnel va annuler cette loi, est-ce qu'on sera dans cette situation? Bien sûr non. Convoquer l'article 52, pourquoi faire? Pour dire j'ai pris tous les pouvoirs du Sénégal parce que rien ne fonctionne, même les cars rapides ne courent plus, ne roulent plus. Pas du tout. Donc, non, il ne faut pas s'amuser avec les institutions. On ne joue pas avec les normes qui font de notre pays un pays. Quand je disais tout à l'heure Wandakaru, je vous disais Wandakaru, c'est le Malien qui est né avec moi à Dakar, dont le père vient de Bamako. Wandakaru, c'est quoi? Le Saint-Louisien, dont le père vient de Saint-Louis et qui nous a enseigné comme instituteur à Dakar. Wandakaru, c'est quoi? Wandakaru, c'est le Peul qui était avec moi ici à la rue Sandinieri. On volait les mangues. Nous sommes tous Wandakaru. Le mandat du président... Donc, nous avons une nation, il ne faut pas détruire notre nation. Oui. Le mandat du président expire normalement le 2 avril prochain. Si on arrive à cette date, qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait qu'avant cette date, le Conseil constitutionnel annule tout ceci, nous fixe une date en gagnant sur le temps un peu les quelques jours perdus et les quelques semaines perdues. Ça, on le pardonnera au Conseil constitutionnel. C'est son œuvre de régulation de la vie du peuple. Et en ce moment, nous arriverons le 2 avril avec une passation de service normale. Mais, à supposer que cela ne soit pas, nous aurons un président qui n'aura pas été élu. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale peut continuer le mandat et organiser des élections? Je ne suis pas le bon Dieu, je ne connais rien de l'avenir. Je peux dire simplement, le 3 avril, on aura un président qui n'aura pas été élu. Quelles sont les conséquences de tout ça? On aura un président qui n'aura pas été élu. Comme tous les présidents du monde qui n'ont pas été élus, qui disent « je suis le président de la République ». Ça existe dans beaucoup de pays. Et en ce moment, le monde entier, et chacun selon ses intérêts, en tirera les conséquences qu'il sait. En écoutant les arguments qui ont été avancés, il y a notre confrère du Figaro, Yves Traer, qui a dit qu'il a eu le président Macky Sall au téléphone, que celui-là lui aurait dit qu'il aurait peur que les djihadistes et les salafistes prennent le pays après son départ. C'est l'une des raisons profondes qui l'aurait poussé à remettre en cause le scrutin du 25 février. Vous savez,
Moi, ma plus grande peur de ma vie est la mort. Je ne souhaite pas du tout mourir. C'est pourquoi j'ai dit au bon Dieu, s'il vous plaît, faisons un pacte. Laisse-moi vivre jusqu'à l'âge de 117 ans. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a peur de quelque chose que vous êtes le seul à connaître que vous allez perturber l'ensemble de 20 millions de Sénégalais quand même. Voilà. Mes propres peurs, ce sont mes propres peurs. Avec mes propres peurs, je perturbe la vie de 20 millions de Sénégalais qui sont dans le monde entier. Mais George Washington avait ses peurs. Lorsque la flotte anglaise était dans la baie de New York et lorsque les Américains